Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Let's Talk dans lequel nous allons parler de panafricanisme et d'économie. Et pour en parler, nous serons deux Magloire pour vous, gratuitement, pour le prix d'un. Il y a Noël Magloire Doba qui est économiste, qui est originaire de la République du Congo et qui est également président du Centre international Joseph Kizerbo pour l'Afrique et sa diaspora. Bonjour Monsieur Doba. Bonjour mon cher Luc Magloire. Et bienvenue surtout à Lomé, parce que je pense que vous êtes à Lomé pour le 9e congrès panafricain qui se tient au Palais des Congrès de Lomé. En effet, je suis à Lomé. D'ailleurs, c'est la toute première fois que je viens dans ce pays, et en l'occurrence dans cette ville, à l'occasion du 9e congrès panafricain, qui est co-organisé par l'Union africaine et la République du Togo. Le congrès s'achève dans 2 jours, puisqu'il se tient, a commencé à se tenir le 8 et il se termine le 12 décembre. D'accord. Donc, nous allons largement parler naturellement de ce congrès. Nous parlerons également du Centre international Joseph Kizerbo pour l'Afrique et sa diaspora, que certains d'entre nous et d'entre nos téléspectateurs ne connaissent peut-être pas. Et nous parlerons encore plus de façon plus générale du panafricanisme et de sa dimension économique. Donc, pour commencer, sur le thème de ce 9e congrès, on a quand même attendu 100 ans pour tenir 9 congrès panafricains. Qu'est-ce qui a empêché que l'on puisse tenir de façon régulière ou alors de façon plus dense les congrès panafricains pendant toutes ces... de votre point de vue, bien sûr? Oui, 100 ans, disons exactement 125 ans. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les congrès panafricains étaient une initiative d'intellectuels. Les 5 premiers, sinon les 6 premiers, se sont tenus successivement dans des capitales occidentales et avec des intellectuels, des hommes de culture qui ont pris l'initiative, justement depuis William Du Bois, le fondateur réel de la sociologie, de faire ces congrès dans une perspective qu'il convient toujours de rappeler. La perspective, c'était de rassembler les élites intellectuelles noires pour envisager dans la diaspora, et ce sont ce qu'on appelle aujourd'hui des afro-descendants, comme Padmore, William Du Bois dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont envisagé l'idée de réaliser un retour en Afrique de certains. Ça aboutit bien sûr à la création du Libéria, une récupération de cette idée avec la création du Libéria. Mais l'idée fondamentalement a été travaillée à la fois pour montrer l'unité des cultures africaines, l'unité des peuples africains, des peuples noirs en l'occurrence précisément, et chercher à travers les droits de citoyenneté de ces intellectuels à élargir la lutte, puisqu'il s'agissait de lutte pour l'émancipation. L'émancipation d'une part par rapport à la colonisation, cette lutte pour l'émancipation et pour l'indépendance qu'Haïti avait initiée avec l'indépendance proclamée en 1804, et un intervenant haïtien d'ailleurs, qui est le directeur du Centre national des réparations pour les réparations et les restitutions en Haïti, un professeur, Fritz Deshommes, nous a bien précisé que c'est déjà en 1794 que des Noirs de tout Haïti, les leaders, se sont réunis de manière, disons, panafricaine pour préparer la lutte de libération d'Haïti. Et cet exemple, et puis Haïti est allé libérer, a contribué à la libération de tous les territoires d'Amérique du Sud. Cet exemple d'Haïti a été promu, comme on le sait, avec à juste titre d'ailleurs, et pour identifier, symboliser effectivement la capacité des Africains à se libérer par la lutte. Les intellectuels, en tant qu'élite, ont choisi et ils ont pris sur eux la mission de conduire l'émancipation à travers ce concept de panafricanisme et de le réaliser avec des grandes figures, dont certaines donc, que j'ai citées. Alors, ce n'est que précisément en 1958
que Kwame Nkrumah réunit en terre africaine un congrès, une conférence qui alors permet, exactement aux mêmes dates d'ailleurs, du 8 au 12 décembre 58 à Accra, Kwame Nkrumah réunit un sommet qui pour la première fois rassemble les chefs d'État, d'une part, ceux qui étaient déjà à la tête d'États indépendants en 1958, et d'autre part des dirigeants des partis en lutte pour l'indépendance, tels que Emery Patrice Lumumba, qui d'ailleurs à partir de 58 à l'occasion de ce congrès va être le grand co-partenaire de Kwame Nkrumah pour défendre l'idée que Nkrumah avait promue, celle des États-Unis d'Afrique. Il ne sera pas inutile de rappeler que Emery Patrice Lumumba est mort principalement parce que il avait pris sur lui le soin de mener cette lutte de manière très concrète en devenant Premier ministre pour que les États-Unis d'Afrique puissent exister. Et avec Lumumba, il s'était même accordé pour que la capitale soit à ce qu'on appelait à l'époque Léopoldville, c'est-à-dire Kinshasa. Le Kinshasa d'aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on peut dire que le panafricanisme a inscrit dans ses gènes une dimension économique? Quand on regarde par exemple ce qu'a fait Marcus Garvey et ce que tous les autres ont également contribué à faire, notamment obtenir davantage de droits civiques pour les uns et les autres, arriver à réaliser l'ambition d'un pays comme le Libéria ou à libérer de l'asservissement colonial les pays africains, est-ce qu'on peut dire que l'économie fait partie de l'ADN du panafricanisme? Oui, avant 58, effectivement, comme je l'ai dit et comme vous l'avez rappelé, c'est la lutte d'émancipation, la lutte de libération, y compris bien sûr par rapport aux discriminations, à la ségrégation raciale aux États-Unis et au Brésil notamment. On y reviendra pour le cas du Brésil et des États-Unis. Mais la dimension économique a sa source dans les analyses et les propositions de Kwame Nkrumah. Le discours de Nkrumah en 58, à l'occasion donc du sommet qu'il réunit, il y a une commission économique, il y a des réflexions économiques qui sont proposées, et c'est précisément en 63, lorsque se tient le sommet d'Addis Abeba, le sommet fondateur sommet qui aurait pu être le sommet fondateur des États-Unis d'Afrique, oui, mais qui est devenu finalement l'organisation fondateur de l'unité africaine. Qui est devenue l'Union africaine aujourd'hui. Alors le discours prononcé le 24 mai par Kwame Nkrumah était un discours dont le contenu économique était pour la première fois dans l'histoire du panafricanisme et dans l'histoire du continent africain était d'une pertinence. Ce discours était le tout premier discours tenu sur l'économie politique de l'Afrique et les perspectives de développement, à condition bien sûr que se créent les États-Unis d'Afrique. Bon, il s'est trouvé que le panafricanisme est devenu une affaire d'une institution de coopération, comme l'Organisation de l'Unité africaine, bien sûr, en l'occurrence, et la dimension économique a été transformée avec la création, pas immédiatement d'ailleurs, des communautés économiques régionales, mais qui ne sont venues que, comme on le verra tout à l'heure si on insiste sur l'historique, qui ne sont venues que réellement à partir du plan d'action de Lagos adopté en 1980, le plan d'action de Lagos qui a conduit à créer les 4 communautés économiques régionales du continent, à savoir au nord l'Union du Maghreb arabe, en Afrique occidentale la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est l'Eastern Community, l'Eastern African Community, la communauté économique d'Afrique de l'Est, la communauté d'Afrique de l'Est, au centre la communauté des États la communauté économique des États d'Afrique centrale, et au sud, en Afrique australe, est resté ce qui existait déjà, la SADC, la Southern African Development Community, la communauté de développement de l'Afrique australe.
Et donc aujourd'hui, le panafricanisme est souvent perçu de diverses manières. Certains estiment que c'est une forme de nationalisme déguisé, d'autres que c'est un prétexte pour faire d'autres choses. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette unité autour du panafricanisme qui permet de dire c'est une idéologie qui permet de rassembler les Africains du continent et les Afro-descendants? Oui, pour les intellectuels qui portaient le panafricanisme, comme Padmore notamment, le panafricanisme était présenté comme une idéologie alternative à la fois au capitalisme et au communisme. Autrement dit, dans le contexte de la guerre froide qui naissait, ces intellectuels avaient pensé que pour l'Afrique, nous n'avons pas à nous mêler de cette division en deux blocs. C'est vrai que c'était une forme de non-alignement, mais le non-alignement lui-même avait une autre source qui était la conférence de Bandung en 1955. Certains Africains, Kwame Nkrumah avait délégué un certain Kojo à cette conférence. Au niveau de l'Afrique noire, donc en dehors de ce délégué du président Nkrumah, qui lui-même n'y avait pas pris personnellement part, mais avait délégué M. Kojo, le non-alignement avait été affirmé. Cependant, pour Nkrumah, ce non-alignement devait avoir un sens, et ce sens c'est à travers le panafricanisme. Alors, en prenant donc à l'origine le panafricanisme d'État, pour ma part, je distingue, pour être un peu plus précis dans l'analyse et pour voir pourquoi les actions souvent n'aboutissent pas ou alors restent des résolutions sur le papier. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action, et je crois qu'il y a une nécessité de distinguer maintenant trois catégories d'acteurs du panafricanisme, 3 ou 4. La première catégorie, c'est les États et les acteurs interétatiques. Là, je parle de panafricanisme d'État. Autrement dit, ceux qui ont le pouvoir d'État ou ceux qui peuvent agir au nom du pouvoir d'État. Décider par exemple de la libre circulation des citoyens. Voilà, par exemple les communautés économiques exemption de qui visa. peuvent décider, absolument, l'exemption de visa, etc. Avec le panafricanisme d'État, il faut avoir le pouvoir d'État pour cette décision, c'est des décideurs. On a ce que je considère comme le panafricanisme de société civile, d'intelligentsia et de culture. Celui-là, c'est un peu dans le prolongement du panafricanisme qui avait déjà été pratiqué, à savoir les intellectuels qui se réunissent, qui voient comment l'Afrique peut être, comme le disait Cheikh Anta Diop, avec les fondements culturels d'un État africain, et puis continuer à réfléchir dans le sens également que Kizerbo avait souligné, notamment à travers l'histoire générale de l'Afrique, montrer qu'il y a tous ces fondements de l'histoire et de la culture qui aujourd'hui, par exemple, sont portés par les tenants d'une tendance du panafricanisme qu'ils appellent le panafricanisme Ubuntu. Ce sont les intellectuels qui doivent continuer ce type de réflexion, et notamment en mettant en avant l'identité africaine en tant qu'identité au singulier, mais aussi les identités africaines et leurs fondements unitaires. Alors, il y a un troisième type de panafricanisme, ou plutôt un type d'acteurs du panafricanisme, que je considère comme étant les acteurs économiques du panafricanisme par la transafricanisation de l'économie. Il y a une économie transafricanisée par des institutions aujourd'hui comme la ZLECAf qui va exister, qui va se développer, dont la charte est entrée en vigueur depuis 2021. Et dans ce cadre, un certain nombre de choses sont possibles, mais on pourra y revenir. Alors, si on prend ces trois types d'acteurs, on peut considérer que, de manière, dans l'hypothèse optimiste, ces acteurs peuvent combiner leurs actions.
Autrement dit, les intellectuels peuvent travailler avec des acteurs économiques pour réfléchir sur des perspectives de développement économique. Les entrepreneurs peuvent travailler bien sûr avec les intellectuels, mais que tout le monde devait pouvoir travailler avec les États et les organisations interétatiques qui ont le pouvoir d'État, qui ont le pouvoir de faire changer les choses dans la réalité au sens formel. Parce qu'il faut des lois, parce qu'il faut des règlements. Alors, si les intellectuels peuvent faire changer les choses, faire bouger les choses au niveau des idées, au niveau des mentalités, ce qui est fondamental, bien sûr, et c'est ce travail qui... on parle de mindset, on a beaucoup parlé de mindset au Congrès, notamment du côté de la diaspora. Il y a donc la nécessité de combiner les actions, les luttes, les initiatives de ces trois catégories d'acteurs panafricains. Vous le trouvez vous le trouvez un peu dans chacune des catégories. Vous êtes un économiste. Oui. Vous faites partie aujourd'hui de la diaspora, que vous le veuillez ou pas. Oui. Vous êtes un acteur, enfin vous présidez le Centre international Joseph Kizerbo pour l'Afrique et sa diaspora. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors que le panafricanisme est plébiscité par tout le monde, les institutions qui doivent permettre sa mise en œuvre sont plutôt discréditées, sont même presque attaquées et ne bénéficient plus de la confiance populaire? Je crois que ce que le congrès de Christian Lomé, le 9e congrès, peut apporter, c'est ce que nous avons appelé un renouveau du panafricanisme, pour renouveler le panafricanisme. Mais le renouveler, il se trouve que ce discours sur le renouveau nécessaire se tient dans le cadre de ce congrès qui est, je le rappelle, co-organisé par l'Union africaine et la République du Togo. La République du Togo a pris l'initiative en ayant eu le leadership, le lead sur la décennie des afro-descendants depuis 2021. Le ministère des Affaires étrangères du Togo dirige le haut comité pour le retour volontaire et des afro-descendants. Et les afro-descendants. Et c'est dans ce cadre que l'idée est venue au niveau du ministre des Affaires étrangères du Togo et de quelques intellectuels, dont Nyaka, qui était le président du conseil scientifique, l'idée de travailler pour que se tienne effectivement ce congrès. Et donc il faut lier ce congrès à une autre dimension. Cette dimension, c'est une dimension novatrice. Faire exister réellement la 6e région, c'est-à-dire celle qui comprend la diaspora récente et les afro-descendants, avec donc un sommet préparatoire qui a eu lieu au Brésil pour la 6e région. Et d'autres congrès préparatoires ont eu lieu dans les 5 régions qui sont sur le continent. Alors, à chacun... Et il faut rappeler que la 6e région, elle est constituée des Africains qui vivent en dehors du continent africain. La diaspora. La diaspora, c'est-à-dire qui ont encore un passeport africain ou qui ont des origines africaines et qui sont partis récemment s'établir ailleurs. Oui. Et également tous ceux qui s'étaient retrouvés aux États-Unis, en Colombie ou au Mexique, en Argentine, en France, pour des raisons liées... Du fait de l'histoire. Voilà, l'histoire noire que l'Afrique a subie, à savoir, il faut le dire clairement, la traite des esclaves noirs transatlantiques. Mais il y a eu aussi la traite orientale, on Absolument. le sait. Et alors, la prise de conscience aujourd'hui, c'est d'acter le fait que cette 6e région doit pouvoir réellement exister institutionnellement et fonctionnellement. Autrement dit, la revendication forte qui apparaît à travers ce congrès et qui devait pouvoir être acté, je vous dirais tout à l'heure qu'à mon sens, ce que nous préparons ici, ce qui va être adopté, devrait être le point de départ pour que le panafricanisme officiel ou le panafricanisme d'État puisse bénéficier de la confiance des peuples, notamment dans un travail où la société civile, les autres catégories d'acteurs doivent être associées, de sorte que nous arrivions en 2028, lors du 15e anniversaire de l'agenda 2063, pour faire
un bilan et adopter une réactualisation de l'agenda 2063. Cet agenda 2063 réactualisé à partir donc de la conjugaison des réflexions et des initiatives menées par les différentes catégories que j'ai indiquées tout à l'heure devait être le nouveau point de départ. Et je crois que si nous travaillons de cette manière, avec cette méthodologie qui doit être précisée, notamment à travers le suivi des conclusions de Lomé, du 9e congrès, et nous pourrions arriver à retrouver, à reconstruire et à développer cette confiance qui s'exprime à travers ce désir de panafricanisme, notamment dans la jeunesse, dont on reparlera tout à l'heure. La jeunesse africaine qui, on le sait, en 2050, un jeune sur deux sur la planète sera africain. Et donc, ces jeunes qui, à travers les réseaux sociaux, à travers tous les nouveaux canaux de communication aujourd'hui, accèdent à l'histoire de l'Afrique, ne doivent pas rester sur des émotions, ils doivent passer à la conscience historique. Et quand ils passeront des émotions à la conscience historique, et en préparant le 15e anniversaire de l'agenda 2063, avec les différentes catégories d'acteurs, je crois que la confiance pourra être restaurée. Et d'ailleurs, je vous dirais que vous allez sans doute poser un peu plus de questions à ce sujet. Le travail que nous avons fait au 9e congrès dans le cadre de la commission économique a été également développé dans une certaine manière à la fois sur le plan macroéconomique et sur le plan micro ou mésoéconomique, c'est-à-dire avec les entrepreneurs, etc., etc. Et il y a une table ronde des acteurs du business, des acteurs économiques à ce congrès. Alors, les deux sont liés et donc la réflexion économique, les recommandations sur le plan économique ont été présentées et faites, mais à la fois avec la participation d'acteurs qui individuellement ou collectivement ont exprimé leur foi, leur croyance, leur conviction pour le panafricanisme, y compris les jeunes. Mais sur le terrain économique, par exemple, mais il y a d'autres terrains que le Congrès, bien sûr, a travaillé. Il nous reste moins de 10 minutes pour conclure l'émission. J'aimerais qu'on puisse revenir. Vous parlez de 2063, vous êtes revenu à plusieurs reprises. 2063 correspondra au centenaire de l'OUA qui est devenu aujourd'hui l'Union africaine. C'est cela. Est-ce que pour vous, ce rêve de voir les Africains se développer, se déplacer sur le continent sans avoir besoin d'un passeport et d'un visa pour entrer dans les différents pays, est-ce que ce rêve pourrait être réalisé en 2063 quand on sait qu'il y a moins de 5 pays africains aujourd'hui qui acceptent que les Africains et que les autres Africains entrent sur leur territoire sans visa? Ce que les élites devraient faire, c'est travailler toujours avec les peuples pour que, ensemble, les dirigeants soient attentifs aux aspirations des populations. Et ces aspirations, c'est, par exemple, celle-là, la libre circulation sur le continent africain, qui traduirait effectivement la réalité d'un panafricanisme nouveau, puisque on serait libre de circuler à travers le continent. Donc, faire pression, oui, mais avoir des élus qui sortent du peuple et qui portent ces revendications. Autrement dit, par exemple, les partis politiques. Il y a une autre catégorie d'ailleurs d'acteurs du panafricanisme que j'aurais pu indiquer, c'est les partis politiques. Les partis politiques doivent discuter du panafricanisme. Et s'ils en discutent et s'ils sont convaincus, ils peuvent porter cela. Mais aujourd'hui, ils contribuent plutôt à discréditer, parce que la plupart du temps, on se dit, si nous, on a un peu d'argent, les autres qui viendront vont rogner sur la part qui revient à nos citoyens, et donc vaut mieux qu'ils restent chez eux. Nous, on gardera le peu de richesse que nous avons, et c'est la négation même du panafricanisme. C'est ça, les nationalismes, la xénophobie, malheureusement,
existe et cela n'arrange nullement les Africains à l'heure où les Européens, aujourd'hui, vous savez, ils ont créé l'Union politique européenne parce que le conflit Ukraine-Russie les a contraints à essayer de retrouver l'unité. Bon, mais ça, c'est des choses que nous, depuis Nkrumah, on avait recherché. Et les jeunes retrouvent ça aujourd'hui. Il faut être en mesure, pour nous, les élites, d'apporter aux jeunes les connaissances nécessaires, la conscience historique nécessaire, afin que, avec les peuples, souverainement, les peuples souverains puissent dégager des élites, des dirigeants politiques qui portent ces idées. Donc il y a tout un travail qui d'ici 2063 et après, bien sûr, 2063 ne sera peut-être pas atteint, mais il y a travail de génération en génération. Vous savez, Joseph Kizerbo, vous dites qu'on parle du centre. Oui, justement. Oui. Il avait une formule, il dit chaque génération a des pyramides à bâtir. Et bâtir ces pyramides, c'est aujourd'hui, avec la conscience historique, être capable d'avoir des dirigeants nouveaux au niveau des États, des institutions nouvelles qui portent le panafricanisme. Comment fonctionne le Centre international Joseph Kizerbo pour l'Afrique et sa diaspora? Est-ce que vous êtes un think tank? Est-ce que vous êtes une association? Vous êtes un centre de recherche? Comment fonctionnez-vous? Quelle a été votre contribution, par exemple, à ce congrès panafricain et comment est-ce qu'on rentre en contact avec vous? Bien, le centre est en train d'évoluer en tant que centre d'expertise et de recherche, centre indépendant. Nous avons 3 pôles géographiques. Nous avons le pôle de Paris, un centre indépendant, et nous avons le pôle géographique de l'université Joseph Kizerbo, où nous avons des acteurs à Ouagadougou, l'ancienne université Ouagadougou, qui s'appelle l'université Joseph Kizerbo, et nous avons des chercheurs dans cette université, et nous avons l'université fédérale du Brésil à Rio de Janeiro, où nous avons également des chercheurs qui sont bien sûr de cette université, mais en même temps rattachés au centre. Et nous sommes en train d'évoluer vers l'existence formelle du centre dans ces différentes universités, dans ces 2 universités, 2 grandes universités, et un pôle indépendant fonctionnant à Paris en relation avec diverses universités européennes, occidentales, asiatiques. Nous sommes, par exemple, avec les Asiatiques, dans ce qu'on appelle le réseau Bandung Spirit, qui travaille avec des colloques chaque année sur la montée de l'Asie. Et nous essayons de voir comment l'Asie et l'Afrique peuvent coopérer d'une certaine manière. Nous avons participé au colloque qui s'est tenu à l'université de Ouagadougou sur la coopération Inde-Afrique. Oui. Et dans ce réseau du mouvement de la montée de l'Asie, nous apportons effectivement de la matière intellectuelle, empirique, pour la comparaison Afrique-Asie, mais c'est que les Africains peuvent aussi tirer des réussites asiatiques. Alors, nous avons une équipe sur la révolution, la 4e révolution industrielle, nous avons une équipe sur l'œuvre de Joseph Kizerbo, et nous avons une autre équipe qui travaille sur le soft power, de manière générale, en ce sens qu'effectivement, c'est dans l'esprit des hommes que se font à la fois les concepts et la décision, le fameux mindset. Ok. Ouais. Ce fut un plaisir de vous recevoir, Monsieur Doba. Je rappelle que vous êtes non seulement président du Centre international Joseph Kizerbo pour l'Afrique et sa diaspora, mais que vous travaillez également beaucoup sur les questions d'intelligence artificielle. Nous n'en avons pas parlé ici, mais c'est un domaine dans lequel vous avez certaines compétences. Et vous travaillez également à l'UNESCO, vous faites partie d'un panel de consultants qui travaillent à l'UNESCO, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai travaillé comme consultant individuel à l'UNESCO dans le centre prospective et nous avons des chantiers à renouveler, soit à l'UNESCO, soit avec Monsieur Matoko, l'ancien directeur général adjoint, enfin disons sous-directeur général chargé de la priorité Afrique et des relations internationales. Nous avons des projets qu'on doit développer avec lui. D'accord. Merci. Ce fut un plaisir encore une fois et merci d'être venu à Lomé, merci d'avoir participé à ce 9e congrès panafricain tenu au Palais des Congrès de Lomé au Togo.
Je remercie Luc Magloire en tant que Noël Magloire d'abord. Et je remercie votre chaîne, bien sûr, l'équipe. Et merci pour l'accueil que les intellectuels, les élites et certains amis à Lomé nous ont réservé. Merci beaucoup. Okay. Merci et merci à toute l'équipe technique qui a permis la réalisation de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis jusqu'à son terme, jusqu'au terme de cette émission. Je vous donne rendez-vous dans une semaine et surtout restez en compagnie des programmes de New World Economy. À très bientôt.